nous avons le plaisir d'avoir avec nous le réalisateur de Nuit sans sommeil, Jeremy Van der Eggen, et le comédien du film, Jason Batu. Merci de les accueillir chaleureusement. Et afin de démarrer le débat, je vais poser quelques questions à nos invités, mais n'hésitez pas à lever vos mains si vous avez des questions ou vous souhaitez juste intervenir autour du film, et je vous laisserai tout de suite la parole. Alors, je voudrais commencer par une question un peu plus générale. Alors, pour moi, Nuit sans sommeil, c'est à la fois un portrait du quotidien, mais dans ces portraits du quotidien s'intègrent aussi des éléments imaginaires qui pourraient faire penser à un conte de fées. Oui. À partir, bien sûr, de la présence, la menace du loup. Alors, je voulais savoir comment vous avez conçu les films et notamment cette, disons, double dimension. Alors oui, tout à fait. Alors moi, je voulais parler de cette idée du genre, ou en tout cas ce personnage de l'enfant, à travers et voir en quoi il questionne l'idée de la famille. Et donc voilà, tout de suite, j'avais dans l'idée de tourner mon regard aussi presque à jeu égal envers chacun. Et à partir du moment où on suppose généralement comme ça, où on pas stigmatisme, où le film, le personnage devient la thématique du film, je me disais, bah voilà, on va supposer chez chacun des désirs et des troubles, et ils sont mis à égalité. Et donc en ça, je voulais faire parler la famille dans son quotidien. Après, plus que le conte de fées qui n'est pas trop dans mon univers, même si le loup ça fait fable et tout, ça c'est sûr, l'idée c'était plus le film fantastique. Voilà, le genre fantastique qui lui dépasse la fable. C'est aussi dans l'atmosphère du film finalement. C'est l'idée c'est le quotidien, c'est quelque chose qui est familier, et pourtant il y a différents éléments du film, peut-être comme ça, une raideur, je sais pas, une certaine distance, qui le rend étrange. Et alors voilà, là on est vraiment dans perturbant, oui. Un peu perturbant, l'inquiétante étrangeté. Et alors le loup, c'est le loup réel, hein, le loup est revenu. En quoi ça parle de l'enfance? C'est l'animal de l'enfance, c'est l'animal de la morale aussi. Les fables sont moralistes, hein. On dit attention au loup, donc c'est la sexualité, mais c'est aussi le loup de la psychanalyse. L'enfant loup, hein, c'est un des patients incurables de Freud, qui donc rêvait de loup quand il était enfant. Et justement, c'est vrai que le film essaie de raconter tous les personnages, tous les membres de la famille, ouais, leur donnant le même espace, la même importance. Mais en même temps, j'ai l'impression on pourrait parler du film comme d'un double regard, qui est à la fois le regard du protagoniste du film, c'est-à-dire Oscar, enfin, c'est pas le véritable protagoniste, mais de Oscar, et un autre regard qui est plutôt celui des autres envers Oscar. Sur Oscar. Enfin, je pense notamment au début du film, en chant contre chant du début. Un enfant qui chante et une mère qui a l'air inquiète. Enfin voilà, il y a l'inquiétude. Elle est pour qui? Elle est chez qui? Elle habite qui? Et ça me semblait intéressant, hein. Ayant été moi-même un enfant comme ça, on s'est beaucoup inquiété pour moi, beaucoup trop. Donc voilà, c'est aussi le regard d'un tel enfant, moi, sur sa famille. Et donc Jason interprète la mère, par exemple. Et donc voilà, l'idée c'est Sébastien Villon interprète le père. L'idée c'était des gens comme nous, on va interpréter nos parents, on va parler de notre famille. Et justement, je voulais demander à Jason, comment vous avez construit votre personnage, comment vous avez travaillé sur votre personnage? En m'inspirant sans doute aussi un peu de la maman de Jérémy, de ma mère aussi, je pense, en étant à l'écoute des consignes de Jérémy. Oui, que dire, en restant une sorte de simplicité de jeu aussi quand même. Est-ce que tout était écrit, prévu parfaitement, ou il y avait aussi un espace pour l'improvisation? Non, c'était assez écrit, avec des temps de recherche et de travail improvisés aussi, en amont. Oui, c'est ça, écrit à partir de certaines improvisations. Ouais. Et sinon, une autre question que j'avais concerne justement la notion d'espace du film. Alors, moi, je pourrais parler du film comme un film sur et de seuils. Les seuils, soit dans la maison, mais aussi
les seuils entre la maison et le monde extérieur, notamment Oui. la forêt. La forêt, ces espaces nocturnes Oui. qui seront visités très très dans son futur. Hein. C'est là qu'il va avoir ses premières expériences dans des espaces nocturnes. Il va partir à la chasse. Et oui, il y a tous ces pas de porte. Il y a quand même. Alors, est-ce que c'est conscientisé? Est-ce que c'est maîtrisé? Est-ce que quand je filme un couloir, toutes ces portes, c'est aussi vraiment, ça s'impose à moi. Je thématise pas tout ce que je fais. Mais il y a aussi cette volonté de mettre à distance, de regarder, que le spectateur soit aussi de l'autre côté de la porte et donc pas tout le temps en pure identification avec les personnages et qui doit faire son trajet, qu'on lui demande aussi de poser son regard sur ce film comme les parents posent un regard sur l'enfant. Voilà. C'est important. Si le film brisait, ouvrait complètement la porte ou laissait pas ce petit espace, bon, chacun sera entraîné. Et donc là, je laisse quand même, consciemment par contre, une forme de place ou à vous de vous faire votre avis. Parce que les seuils, pour moi, c'était aussi une idée de distinction entre un espace Passage qu'on dirait mais aussi entre l'intimité et du coup, par exemple, les chambres, les trois chambres, mais aussi les espaces communs comme la cuisine, les salons. Ouais. Il y a aussi une dialectique par rapport à ça. Enfin, notamment un travail qui me semble assez conscient, notamment par rapport aux portes. Oui, parce c'était que très important de trouver la maison. J'ai beaucoup voyagé en France, mais j'ai choisi la région dans laquelle j'avais tourné quand j'ai trouvé c'était ce petit pavillon qui me faisait penser à, évidemment, parce que je cherchais une forme de représentation du souvenir, donc de l'actualisation, et d'espace sans époque, mais aussi de tous ces espaces de communication entre notre intimité, notre vie avec les autres. Voilà. En ça, la famille, c'est déjà le premier, et la maison, c'est déjà la première petite cellule. Enfin voilà. Oui, je pensais aussi aux portes dans le sens que je ne sais pas si c'était fait de manière totalement consciente, mais en tout cas, il y a une véritable asymétrie de cette double espace, c'est-à-dire que la porte de la chambre de Oscar est totalement ouverte, la porte de la sœur est complètement fermée et la porte des parents est entrouverte. Tout ça, c'est pour aussi donner des directions au regard, espionner. C'est quand même quelque chose, la volonté de voir, c'est quand même quelque chose qui anime l'enfance et c'est à l'enfant qu'on donne ses seuils. Par contre, lui, il est entièrement sa porte est ouverte, quoi. Bon, ça c'est pas conscientisé, cela dit. Hein. C'est parce que la mère est entrée, elle a ouvert la porte. Et non, moi j'avais une autre question, par exemple, qui concerne le personnage de la sœur. Ouais. Qui est un personnage très important dans l'économie du film, ouais. parce que on dirait que c'est le personnage qui la plus victime entre guillemets d'une certaine idée, notion traditionnelle de distinction entre le genre. C'est-à-dire, par exemple, il y a la phrase qui dit la mère, toi, parce qu'elle était une fille, on est plus inquiété pour toi parce qu'elle était une fille. Ouais. Et qui a un double regard sur cette phrase, c'est-à-dire que moi, si j'entendais cette phrase, je me disais mais quelle chance, enfin, vraiment, et parce qu'elle peut porter des robes et sans qu'on la regarde de travers, mais en fait, voilà, ce qui était mon idéal n'était pas l'idéal de ma sœur, qui se sentait plutôt souvent un peu empêchée et frustrée, oui, ou en tout cas ne voulant pas spécialement, voilà. Il y a aussi une assignation, il y a aussi une limitation. Et qui concerne aussi, toujours la question du regard. Je pense aussi, par exemple, la scène dans le salon pendant le dîner. Il y a les moments où la mère essaye d'empêcher à Oscar de voir la télé parce qu'elle est inquiétée par rapport à ce qu'il pourrait voir. Ouais. Alors que tous les films, c'est un peu autour de cette tension voyeuriste. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Je veux voir. Voilà, exactement. Ouais. Et moi, j'ai encore une question qui concerne la musique finale, magnifique. Ouais. Ça fait 3 mois que je l'écoute en boucle. Grâce au film, j'ai découvert grâce au film, je l'écoute en boucle depuis 3 mois. Et ça s'appelle Hey Ho, The Wind and the Rain, chanté par Alfred Deller. Ouais. Et les mots, les textes, c'est inspiré de Shakespeare. C'est une chanson écrite par Shakespeare et chantée par un chanteur avec une voix très rare, hein, qui c'est très, très, très androgyne.
alors que j'ai tout à fait écouté dans mon enfance, très sensible, très androgyne, je trouvais que ça convenait complètement, qui raconte en plus quand on s'intéresse aux paroles, les premières paroles c'est quand j'étais un tout petit garçon, avec la pluie et le vent, et ensuite qui raconte toute une vie un peu comme ça, un peu ratée, un peu, entre le ratage total, le pathétique, et qui sera, voilà, mais avec humour, ce que je pense qu'il y a aussi un peu dans le film, il y a un peu de grotesque. Et dernière question, Nuit sans sommeil, c'est votre troisième film et troisième moyen-métrage. J'ai fait 3 moyens-métrages. 3 moyens-métrages. Non, c'est intéressant parce que de voir avec vous cet intérêt par rapport à un format qui reste tout de même assez rare. Alors là, vraiment, c'est plus une question des histoires que je raconte. Et du rythme avec lesquels je les raconte, c'est-à-dire que c'est des histoires qui sont presque pas des histoires, et donc voilà, il y a un ensemble d'éléments qui doit être présent, et la longueur s'impose par elle-même, et j'aurais adoré faire un film de 26 minutes, j'aurais plus de festivals, ou même plus court, alors là encore plus de festivals, et j'admire cette possibilité comme ça, mais voilà, ça ne m'est pas arrivé. En même temps, les moyens-métrages expriment une véritable nécessité, c'est-à-dire parce que justement, c'est pas forcément un format qui est facile au moins à faire circuler dans les festivals. Non, ah oui, donc une fois qu'on prend la décision, c'est pour le film, mais c'est vraiment c'est fait avec des moyens de court-métrage, hein, donc on a un budget de court-métrage, donc on revendique pas de faire un moyen-métrage, ce serait un risque de ne pas avoir le budget d'ailleurs. On dit toujours qu'on va faire un film de 25 minutes si le scénario a l'air déjà un peu long, et ensuite moi j'ai de la chance de participer à la production de mes films, donc j'ai le feu vert au niveau du choix final de la longueur. Merci beaucoup Jérémy, merci beaucoup. Merci.